Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue sur ce tout premier épisode d'A2Change, le podcast qui vous parle de change management. Aujourd'hui, on voudrait commencer par poser les bases de ce qu'est le change management avec un expert du sujet, monsieur Jean-Michel Moutot. Professeur et auteur, Jean-Michel va nous aider à introduire le concept de la conduite du changement. Nous allons voir ensemble comment il est apparu, pourquoi le change est important en entreprise aujourd'hui, quels en sont ses grands principes et comment fait-on pour le conduire, le changement. Nous sommes ravis de vous accueillir sur A2Change, nous espérons que cet épisode va vous plaire et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et vos domaines d'expertise ? Oui, bien volontiers. Donc, moi, je travaille sur la conduite du changement au sujet du jour depuis, ça va faire bientôt 30 ans, un peu flippant. Sous différents formats, en fait, j'ai commencé en tant que professionnel dans l'industrie où j'avais eu moi-même à mettre en œuvre un certain nombre de changements auprès de collaborateurs. Et j'avais découvert, mais comme Monsieur Jourdain, en fait, la conduite du changement, j'ai ensuite découvert qu'il y avait déjà un certain nombre de techniques, d'outils, de méthodes. Donc j'ai basculé côté conseil où j'ai travaillé un peu plus de 10 ans. J'ai aussi également monté un cabinet de conseil dédié à la conduite du changement, publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Puis ensuite, j'ai basculé prof parce que j'ai eu envie d'approfondir un peu la compréhension que je pouvais avoir des phénomènes. Il y avait des choses qui revenaient toujours dans le monde du conseil, il fallait impliquer. Mais à un moment, j'avais envie de savoir mais pourquoi, comment. Donc de revenir peut-être à des fondamentaux de psycho, de sociaux, mais on y reviendra sûrement dans cette interview. Voilà, donc maintenant, j'exerce deux activités, celle de prof, enseignant-chercheur, et puis celle également d'intervenant, parce que j'essaie toujours de garder un pied dans les entreprises pour rester synchrone avec la réalité de ce qu'elles vivent en termes de changement et de transformation. C'est vrai qu'il y a souvent une différence entre ce qu'on enseigne ou ce qu'on apprend et ce qu'on voit sur le terrain. Et nous, on voudrait aujourd'hui avec vous poser les bases du coup de ce qu'est le change management en entreprise, parce que c'est des termes qu'on entend partout. Aujourd'hui, toutes les entreprises font du change. Et comme vous venez de l'évoquer, vous avez pratiqué dans différentes entreprises, vous avez étudié le change management sous toutes ses coutures, vous l'enseignez. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est la conduite du changement en entreprise aujourd'hui ? Oui, alors on peut évidemment la définir de mille manières. Il y a une finalité qui est simplement de réussir très pragmatiquement les transformations, les changements que les entreprises sont à même d'engager. Ça, c'est la vision très orientée résultat. Après, si on rentre un peu sur la méthode, on pourrait définir la conduite du changement comme un moyen méthode pour chercher à embarquer en fait les équipes, à embarquer les personnes de manière à ce que les changements puissent s'opérer dans des conditions réussies. Et cet enjeu est évidemment extrêmement complexe parce que si je devais reprendre le titre d'un ouvrage récent de François Dupuis, les entreprises ne changent pas par décret. Donc il faut à un moment trouver les moyens d'embarquer les équipes et là, encore une fois, comprendre la psychologie humaine, être capable d'actionner des leviers sociologiques par rapport aux organisations pour être capable effectivement d'obtenir le résultat visé en termes de changement, tout en ayant évidemment embarqué les équipes, sinon le résultat sera peu pérenne. Et pourquoi il est si important pour les entreprises de changer, d'opérer des dispositifs de change management ? Alors, c'est lié à un certain nombre de facteurs. Je veux dire, c'est évidemment lié aujourd'hui à l'accélération du nombre de changements. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus comme elles pouvaient être alors encore une fois, je généralise un petit peu, mais il y a, je dirais, une vingtaine d'années sur des cycles assez lents, assez longs, on va dire peut-être 5 à 10 ans, ou pendant 5 à 10 ans, il ne se passait pas grand-chose, puis tout d'un coup, une transformation. Mais on pouvait accepter que les changements se fassent de manière assez lente. C'est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui pour l'immense majorité des entreprises, où elles doivent faire face à des adaptations économiques, à des adaptations marché. On parle aujourd'hui d'un monde qui serait devenu VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, et je pense que c'est ce qui caractérise l'essentiel de l'activité économique pour de nombreuses entreprises. Donc il faut s'adapter en permanence. Il y a évidemment le digital, le numérique qui arrive, des nouveaux outils, aussi des contraintes, parce qu'il y a le risque de disruption, d'être disrupté par des startups financées à coût de centaines de millions. Et ça, dans aujourd'hui à peu près tous les secteurs d'activité. Donc il y a une obligation très forte de s'adapter aux conditions de marché pour pérenniser les entreprises. Il y avait d'ailleurs une étude, permettez de terminer sur le sujet, il y avait une étude qui avait montré, j'ai croisé 2 études récemment, une qui avait été faite à la fin du XXe siècle, qui avait c'était centré sur le top 500 des boîtes américaines, qui avait montré que l'espérance de vie d'une boîte était de 60 ans en moyenne. Il y a une étude assez récente, en 2017, un protocole totalement différent, un panel différent, mais néanmoins comparable, qui a montré que l'espérance de vie d'une boîte était de 20 ans.
Donc on voit que l'accélération des changements et des transformations, c'est pas juste un état de fait, c'est aussi un enjeu tout à fait majeur, y compris pour la survie des boîtes. Un enjeu financier. Financier, mais un enjeu de survie, bien sûr. Du coup, on déploie une stratégie de conduite du changement pour atteindre les objectifs donc de business, donc de pérennité, financier. Donc c'est des moyens qu'on met sur la table et généralement c'est des enveloppes assez conséquentes. Dites-moi si je me trompe et si je ne suis pas dedans, mais il faut pouvoir le faire quand même, déployer une stratégie de change management. Est-ce que c'est quelque chose que font surtout les grandes entreprises ou est-ce qu'on peut retrouver une conduite du changement dans toutes sortes d'entreprises, dans des TPE, des PME, aussi bien que dans les entreprises du CAC 40 ? Alors la problématique, elle est universelle. Celle de l'obligation d'évoluer, de s'adapter, elle est universelle. En revanche, je dirais, en tout cas dans un premier temps, le corpus de méthodes qui avait été créé, qui était environ au début des années 80, donc c'est des noms comme John Kotter qui avait créé ça, c'est des problématiques qui sont très adaptées plutôt à des grandes, voire très grandes organisations. C'est-à-dire il faut y retrouver les conditions un peu d'une forme de bureaucratie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans une PME, dans une TPE, vous avez, 40, 50 salariés, il y a en général, alors bon, c'est évidemment pas systématique, mais il y a quand même une proximité assez forte entre les dirigeants et les acteurs plus opérationnels. Donc il y a, je dirais, une facilité plus classique à synchroniser en fait des besoins d'évolution stratégique et puis l'ensemble des salariés. Donc je dirais c'est plus naturel et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des méthodes extrêmement techniques ou en tout cas de manière souvent beaucoup plus simplifiée. Il y a des choses qui vont être nécessaires, anticiper les impacts, des choses comme ça qui vont de toute façon être nécessaires. Mais je dirais c'est plus spontané dans des petites boîtes. En tout cas la problématique de la synchronisation sphère dirigeante et sphère opérante est beaucoup plus naturelle, je dirais. Dans les grandes organisations, c'est loin d'être le cas. Et puis on a aussi dans les grandes organisations un enjeu majeur d'hyper-complexité. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on met des process dans tous les sens, on spécialise, on silote. Alors, chaque fois, ça avait une logique d'efficacité, d'efficience qui était tout à fait compréhensible, mais le résultat est qu'on a monté, construit, je ne juge pas, je constate, des organisations souvent d'une extrême complexité. Et donc, dès qu'il va y avoir transformation, on se heurte souvent à des organisations à la fois très complexes et très spécialisées. Et puis, d'un coup, on va rebattre les cartes, et là, évidemment, une problématique critique pour embarquer les équipes, pour leur faire comprendre ce qui va se passer, les nouvelles régulations, les nouvelles formes d'interaction. Donc là, il y a des enjeux qui sont très spécifiques et tout à fait critiques pour les grandes organisations. Donc c'est plutôt aujourd'hui, je dirais, l'apanage de très grandes organisations, ce qui ne veut pas dire que les PME, les TPE n'en font pas. Elles en font, mais je pense en allant peut-être picorer quelques outils, quelques techniques qui leur permettent d'anticiper. Mais la partie dialogue social, motivation, dynamique collective est globalement plus simple et je dirais plus naturelle dans une TPE ou dans une PME. D'accord. Et du coup, dans une grande entreprise, donc il faut rebattre les cartes. Ça fait écho avec le nom du podcast A to Change, puisque le change, on considère ça, nous, comme un atout dans une entreprise pour arriver à un objectif. Quelles sont les grandes phases, du coup, d'une stratégie de change management ? Est-ce qu'il y en a déjà, des grandes phases particulières qu'on doit suivre ? Et si oui, quelles sont-elles ? Oui, alors je vais vous répondre à la fois en termes de grandes phases, mais aussi de grands enjeux. Pour moi, oui, il y a tout à fait des méthodes. Alors, les méthodes sont toujours très discutées parce que les méthodes sont à la fois, par principe, un peu normalisatrices, donc un peu castratrices, mais elles peuvent évidemment, par définition, limiter peut-être le champ de ce qui va être considéré, mais elles ont aussi une immense vertu, c'est qu'elles poussent à l'action. Elles permettent à des peut-être béotiens de la conduite du changement de peut-être plus facilement suivre, je prends l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc oui, il est tout à fait intéressant de monter des méthodes. Encore faut-il trouver peut-être la bonne méthode par rapport à un contexte donné, parce qu'il n'y a pas de méthode universelle en conduite du changement, c'est quelque chose de fondamental. Toutes les méthodes sont ce qu'on appelle en sciences contingentes, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un certain nombre d'éléments de contexte. Ça, c'est fondamental, mais oui, pour moi, il y a des méthodes. Alors, dans les méthodes, il y a déjà ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui est malheureusement trop souvent observé dans les entreprises, c'est-à-dire limiter la conduite du changement à de la com et de la formation. Parce que c'est effectivement deux leviers, ce sont deux leviers qui sont fondamentaux. Il va effectivement falloir communiquer auprès des équipes concernées par les changements à venir. C'est difficile d'attendre que les gens changent si on ne leur explique pas un minimum déjà ce qu'on attend d'eux, puis peut-être un petit peu le pourquoi quand même. De la transparence. Alors transparence, je ne sais pas, mais en tout cas communiquer ce qui doit l'être de manière à ce que les gens comprennent l'idée, le sens. Bon. Mais si on ne fait que ça, on se gourre, parce que, encore une fois, les entreprises ne changent pas par décret, c'est-à-dire que si à un moment donné, vu d'une direction d'entreprise, vous avez un objectif qui est tout à fait légitime au regard, par exemple, de la pérennité de votre boîte, de votre conseil d'administration, de votre COMEX, vous transposez ça à 5 niveaux en dessous, c'est peut-être totalement incompréhensible et peut-être même tout à fait négatif. J'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises qui sont rentrées dans des phases de
dématérialisation d'une partie de leurs activités, les équipes qui travaillaient, je pense notamment à une entreprise qui avait une activité qui a toujours, mais maintenant c'est tout petit, une activité d'imprimerie, ils imprimaient un certain nombre de choses, ils ont choisi de dématérialiser et ils ont choisi, alors ils n'ont pas que choisi, ils ont été contraints par un marché avec des nouveaux acteurs entrants qui les poussaient à avoir des offres qui étaient qui étaient dématérialisées, du coup beaucoup plus souples à opérer pour leurs clients. Donc à un moment où ils se sont fait attaquer, ils ont répondu, ils ont eux-mêmes dématérialisé. Vu de la direction d'entreprise, c'est totalement légitime, et ils jouent la survie, et ils ont raison. Mais vu de l'imprimeur, qui bosse depuis 20 ans dans la boîte, et qui va perdre son job, il ne peut pas le comprendre, si vous voulez, parce que il peut intellectuellement le comprendre, mais quand bien même il dit « Ah ouais, super, on va pérenniser la boîte, mais moi concrètement je suis viré ». Donc on a toujours cet écart-là qui est fondamental. Donc la communication ne peut pas suffire dans la majorité des changements, et la formation, pareil, c'est un levier qui est certes très important, qui d'ailleurs coûte assez cher, parce qu'il va falloir former les équipes aux nouveaux usages, aux nouveaux outils, aux nouveaux process, très bien, mais ça ne suffit pas. Donc il faut qu'il y ait d'autres phases en amont. Ces phases en amont, c'est l'analyse évidemment d'un certain nombre de facteurs. D'abord les équipes, qui est concerné, qui va être impacté dans les changements, donc que ce soit directement, indirectement, pour essayer de bien prendre l'ensemble des parties prenantes qui vont jouer un rôle dans le changement. Et puis, évidemment, et c'est probablement l'outil principal dans un chantier de conduite de changement, c'est l'analyse d'impact. C'est être capable d'anticiper le plus tôt possible les impacts, ceux qui sont inéluctables eu égard au changement, et puis, de manière un peu plus collatérale, ceux qui sont peut-être nécessaires, ce qu'il est nécessaire de faire. Très souvent, en France en particulier, il y a de nombreuses raisons de droit social notamment, il y a une peur dès qu'il faut toucher l'organisation. Mais il y a un certain nombre de changements qui ne peuvent pas réussir si on ne touche pas à l'organisation. Parce qu'évidemment, ça va être criant qu'il y a des incohérences. Et j'ai eu dans mon passé des expériences avec des clients qui parfois ont créé des nouvelles organisations qui clairement étaient créées pour arbitrer des enjeux politiques internes, mais qui n'étaient pas du tout alignés avec, en tout cas, la finalité même du changement, si ce n'est des jeux de dirigeants. Et évidemment, c'était très très délétère l'ambiance qui était créée parce que personne n'était dupe, tout le monde comprenait bien les raisons pour lesquelles ces organisations avaient été scindées de cette manière, et ça crée évidemment une dynamique qui est tout à fait négative. Donc il y a des enjeux d'anticipation essentiels. Qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on va mettre en place ce changement? Qu'est-ce qui doit arriver? Donc évidemment, il y a des écarts de compétences, il y a des écarts d'information qu'il va falloir combler, mais il y a peut-être aussi d'autres écarts de culture. Et si on désaligne la culture, à un moment donné, ça va être très compliqué. Les gens vont perdre totalement leurs habitudes, vont perdre leurs références, vont plus savoir ce qu'ils font là. Et il y a eu beaucoup de cas, notamment de banques dans le secteur bancaire. Alors c'est des cas assez anciens, mais il y a eu le cas de la Poste aussi, qui ont basculé dans des logiques beaucoup plus concurrentielles, dans des logiques marché, et ce sont des changements culturellement extrêmement délicats, parce que les personnes qui avaient pu rentrer dans ces organisations-là 5 ans, 10 ans avant, peut-être pour des raisons notamment culturelles, c'est-à-dire je veux être au service d'eux, passaient dans des fonctions où ils devaient maintenant vendre, créer de la valeur, et pas forcément être au service d'eux, en tout cas beaucoup plus en recherche de valeur liée à l'entreprise. Ça, c'est des ruptures culturelles qu'il faut absolument anticiper. Comment on fait du coup? Là, il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui qui sont tout à fait cohérents et avec beaucoup de recul sur l'expérience, parce que maintenant ça a plus de 30 ans, ça, 40 ans même. Donc on a vraiment beaucoup d'outils d'analyse d'impact qui permettent de se poser les bonnes questions, et c'est un bon vieux Pareto, avec ça vous êtes à peu près sûr de capter 80% des lièvres possibles, c'est-à-dire être sûr de ne pas louper et de ne pas se retrouver face au mur au moment où on déploie un outil, une nouvelle orga, c'est-à-dire zut, on a oublié un truc, oups. Donc je dirais, pour revenir à votre question, il y a des phases liées à l'anticipation. Donc analyse, identification des acteurs, analyse d'impact, c'est des choses très classiques. Puis ensuite, la construction des plans d'action. Ça, je dirais, et puis il y a évidemment des enjeux de suivi. Mais ça, c'est, je dirais, les étapes très classiques. Maintenant, l'enjeu essentiel pour moi, il est surtout sur le comment on va mener ces étapes-là. Et là, c'est là où très souvent, dans des grandes organisations, on se heurte à quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire le manque d'implication des personnes qui, in fine, sont concernées par le changement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que si par exemple vous prenez une décision au niveau le plus stratégique de vous lancer sur un nouveau marché, d'arrêter de cesser une activité ou de mettre en place ne serait-ce qu'un nouveau système d'information, vous voulez déployer Salesforce, vous ne pouvez pas impliquer chacune des personnes qui sera à même d'utiliser, si je repars sur cet exemple-là, d'utiliser ensuite Salesforce. Pourquoi? Parce que certains vont vous dire non, moi j'aurais préféré HubSpot, non, moi j'aurais préféré garder l'outil d'avant, etc. Et de toute façon, vous allez vous retrouver dans une situation comme la prochaine élection présidentielle où tout le monde a son avis et un certain nombre du coup de personnes n'acceptent pas l'avis des autres. Vous allez plutôt, vous risquez plutôt de cristalliser des tensions que de créer un engouement. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de questions sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir co-construire. Encore faut-il l'accepter,
mais ne pas renoncer et aller chercher les sujets sur lesquels vous allez pouvoir aller créer réellement de la dynamique participative et de la co-construction. Et permettre aux gens de mettre plutôt leur intelligence au service de « tiens, on me donne un sujet avec réellement une marge de manœuvre identifiée et c'est à moi de trouver des réponses, moi et mon équipe évidemment, de trouver des réponses, bah là je vais mettre mon intelligence là-dessus plutôt que de mettre mon intelligence au service de autour de la machine à café, essayer de flinguer le projet, aller, oh là là, tout le mal qu'on pense du truc. Bon, il y a certainement un temps pour ça, pour purger des frustrations, des tensions, mais à un moment, il faut réengager l'intelligence collective au service d'eux. Mais attention, le travail, l'ingénierie sur la recherche de marge de manœuvre effective est très compliqué. Pour terminer sur l'exemple de déploiement d'un outil type Salesforce, vous avez une équipe commerciale, mettons une organisation en agence, vous avez une agence commerciale, Salesforce a été choisi, les process ont été choisis, alors peut-être qu'il y a 10 experts nationaux qui sont allés travailler en atelier, très bien, mais c'est pas pour autant que les, mettons, 200 autres se sont d'une quelconque manière impliqués. Oui. Je suis content de savoir que mon collègue y allait, mais moi. Donc à un moment donné, qu'est-ce que moi je peux décider ? Par exemple, je peux décider l'organisation, je peux contribuer à décider l'organisation locale de mon équipe pour évidemment abonder la totalité des process qui ont été décidés au-dessus de moi. Très bien, je respecte, j'entends. Mais comment nous on s'organise ? Par exemple, vous mettez une fonctionnalité d'automatisation de campagne marketing dans l'équipe, qui va la faire ? Est-ce que tout le monde le fait un peu ? Est-ce qu'on nomme entre nous un expert parce qu'il y a peut-être quelqu'un de plus appétent que les autres, plus compétent, et puis ça devrait toujours être des questions qui devraient être débattues au plan local, co-construites, décidées. Et ça, c'est important pour les gens. Donc si vous commencez à donner quelques marges de manœuvre de ce type-là, vous modifiez totalement l'attitude d'un très grand nombre d'acteurs. Alors, c'est pas blanc ou noir, mais vous allez modifier beaucoup l'attitude de pas mal d'acteurs. Donc il est important, ça, du coup on anticipe la réponse à la question qui arrive, il est important de désigner des acteurs clés dans le process de conduite du changement au sein d'une entreprise. Donc d'avoir des référents, si on peut les appeler comme ça, pour mener à bien la conduite du changement. Oui, qui vont vous servir. Alors ils ont toujours eu dans les livres, ils ont eu beaucoup de noms, ça peut être les Change Champions, ça peut être ce que vous voulez, mais vous avez besoin effectivement de relais qui vont pour moi évidemment opérer un certain nombre de choses, je dirais très orientées projet. À un moment, il faut remonter les infos, il faut descendre de la communication, il faut identifier les personnes dans les programmes de formation, il faut en tout cas mettre ça en dynamique, c'est certain. Mais vous avez aussi cet enjeu-là de dire ces relais-là doivent contribuer à identifier les marges de manœuvre pour les acteurs opérationnels. Et pas se limiter à la direction projet, quelques experts qui eux évidemment se sentiront très embarqués, mais c'est l'ensemble des acteurs qui in fine doit être embarqué, pas seulement 10 experts, même bien choisis. Donc vous devez avoir des relais qui vont aider à mettre en place cette dynamique-là. Et concrètement, ces relais, qui sont-ils dans une entreprise ? Est-ce qu'on peut dire, au niveau de l'exécutif, cette personne-là et cette personne-là seront relais, dans les équipes terrain, cette personne-là seront relais ? Est-ce qu'on fait du management de proximité ? Comment on définit ces relais au sein de l'entreprise ? C'est un peu du cas par cas. En règle générale, il y a deux écoles. Il y a l'école de la ligne managériale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bypasser les lignes managériales, c'est même très contre-productif, parce qu'à un moment donné, si vous mettez en place toute une structure qui n'est pas la ligne, qui est en parallèle de la ligne managériale, vous avez légitimement des managers intermédiaires, notamment, qui peuvent se sentir dépossédés. Il y a peu de chances qu'ils aient une attitude très proactive. Donc je dirais, vous avez évidemment la nécessité de mobiliser les lignes managériales, donc là, les lignes managériales, pour vous répondre, mais vous avez en général souvent besoin d'un réseau secondaire, de manière tout à fait officielle, qui sont plutôt des porte-voix, des gens crédibles dans les équipes, des gens, c'est le collègue ou la collègue un peu référent, on se dit, tiens, si un tel, une telle et dedans, on l'écoute. Donc on va plutôt aller chercher comme ça des sortes de leaders d'opinion naturelle, sans qu'ils soient dans des situations de management forcément. Des personnes de confiance. Personnes qui sont vues comme étant porteurs de confiance pour leurs collègues. Oui. D'accord. Mais après, ces réseaux-là, évidemment, nécessitent des moyens. Une continuité, des moyens conséquents, des ressources, du temps pour aller les mobiliser. Donc on ne peut pas toujours se permettre de faire ça dans les organisations. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs types de changements. Il faut faire attention à la culture, à l'organisation de l'entreprise. Quels sont-ils, ces différents types de changements ? Et est-ce qu'on les déploie de la même manière ? Vous vous doutez de la réponse. Elle est... Alors, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais non, on ne peut pas déployer toujours de la même manière. Mais je dirais que c'est difficile, en tout cas sur un brief initial d'entreprise ou de client, c'est assez difficile d'immédiatement avoir une idée sans effectivement avoir mené un minimum d'analyse et notamment, en tout cas de manière assez macro, identifier les impacts qui vont venir. Les grandes questions, les grands sujets, vous les avez cités, c'est organisation et culture. Vous franchissez un gap de complexité qui va très probablement vous obliger à embarquer effectivement la totalité des personnes qui sont significativement impactées par le changement. Vous êtes obligé, pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. Mais
La principale, c'est que s'il s'agit par exemple simplement d'un changement d'outil, qui ne touche pas, mettons, à la culture ni à l'orga, vous allez pouvoir, un changement, je suis assez basique dans la définition, c'est un passage d'un état A à un état B. L'état B, il vous est en général défini par le client, très bien. État A maintenant. Si c'est un outil, vous allez regarder les outils, vous passez un peu de temps à observer, vous faites acte de sociologue, vous allez sur le terrain, vous regardez, vous essayez de comprendre aussi ce qui n'est pas forcément dit, mais vous allez avoir une photographie de l'existant qui va être assez fiable. Un changement de compétence, pareil. Alors il y a un petit peu de ressorts psychologiques liés à la confiance en soi, des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus difficiles à capter, mais vous allez avoir une photographie de l'existant assez claire. Maintenant, si je vous dis culture, allez observer, vous mettez 10 sociologues spécialistes des questions culturelles, vous les envoyez sur le terrain, vous leur laissez un mois, vous leur demandez de revenir, et vous regardez les 10 copies. Vous allez avoir 10 copies très différentes. C'est-à-dire que ça va dépendre évidemment du prisme d'observation, ça va dépendre d'un certain nombre de sensibilités déjà de la personne, du consultant qui va observer. Donc vous allez avoir déjà une photographie qui va être très partielle, qui va être très partielle, qui va être très subjective. Donc il n'y a pas de vérité. Et puis celle en plus d'une équipe, on parle de culture d'entreprise, mais moi je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont une culture homogène. Je connais des équipes qui ont une culture forte, oui, d'autres pas du tout. Donc vous allez déjà avoir quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc ça veut dire que l'état A duquel vous partez, il est extrêmement discrétionnaire, vous ne savez pas vraiment. L'état B, oui, on vous dit ça. Ce qui veut dire que si vous avez deux équipes de culture très différentes, vous voulez qu'elles aillent au même point B, elles partent d'un point A totalement différent. Le seul moyen d'y arriver, c'est de les impliquer. Si vous ne les impliquez pas, si vous ne leur donnez pas un peu la main sur la manière dont ça va se construire, dont ça va se faire, pour qu'ils puissent mettre un peu justement de leur tropisme culturel, de leur contexte à eux, de leur contingence à eux, s'ils ne peuvent pas mettre cette intelligence-là, la probabilité qu'à un moment donné, tout le monde aille au point B, ça tient du miracle. L'organisation, on peut se dire, oui, l'organisation, l'existant, on peut le regarder. On a des entités, on a des équivalents temps plein, on peut regarder, oui. Mais qu'est-ce qui fait une organisation ? C'est certes les structures, les process, très bien, mais c'est aussi les hommes et les femmes. C'est aussi la dynamique, l'envie. Le matin, vous venez, vous avez la banane, vous n'avez pas la banane au boulot, ça va changer. Ça va changer votre productivité, ça va changer l'efficience, ça va changer le petit truc où votre collègue vient vous voir peiner parce qu'il a un problème, est-ce que vous allez l'aider ou pas l'aider si vous êtes engagé. Donc ça va totalement changer la performance même de l'entreprise. Et ça, c'est quoi ? C'est très immatériel. Donc c'est pareil, ça n'est pas explicitement observable. C'est compliqué à observer. Qu'est-ce qui fait qu'un manager est manager ? Qu'est-ce qui fait qu'un chef est chef ? Est-ce que c'est pour des enjeux pour des questions d'altruisme ? J'ai envie d'aider mon organisation ? Est-ce que pour des enjeux de pognon ? Est-ce que c'est pour des enjeux de pouvoir ? Est-ce que c'est un control freak qui a besoin de contrôler, de tenir ses équipes ? Tout ça, évidemment, c'est pas en demandant que les personnes vont vous le dire. Donc vous allez, pareil, partir d'une situation extrêmement protéiforme et devoir faire qu'à un moment donné, tout le monde aille vers un point B. Votre seule chance, laisser des marges de co-construction, que les gens puissent mettre. Si moi je suis orienté contrôle, j'ai un besoin maladif de contrôler les choses. C'est pas le cas, mais imaginons. Ça me rassure. Imaginons que j'ai ça. Évidemment, si vous venez me voir en tant que consultant, vous me dites monsieur Moutot, je vais évidemment pas vous dire ça, je vais pas vous le dire. En revanche, si à un moment donné je perçois que le projet est à même de mettre à mal mon besoin de contrôle, je vais me braquer et je vais le bloquer. Je vais évidemment pas le bloquer en disant oui mais vous m'embêtez parce que je peux plus contrôler maladivement. Donc je vais le bloquer sur autre chose en disant que la finalité n'est pas bonne, les moyens sont pas bons. Et ça va être extrêmement compliqué à gérer. Si à un moment on me laisse co-construire un petit peu quelque chose, que j'ai des marges de manœuvre effectives qui sont pas ridicules, et si j'ai la possibilité, effectivement, dans ces marges de manœuvre, de peut-être pérenniser un peu ce besoin maladif que j'ai. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour l'entreprise et l'humanité ? Je ne sais pas. Mais est-ce que, en tout cas, ça va faciliter la réussite du changement ? Indéniablement. Alors, mon exemple était négatif. On pourrait trouver des tropismes plus positifs et vertueux. Mais, en tout cas, les marges de manœuvre sont essentielles. Et dès que vous touchez culture orga, outils, compétences, purement compétences, sans aller chercher culture orga, c'est pas évident. Il y a du boulot, mais c'est pas critique parce que l'État, vous le connaissez. Oui. Comment on fait ? De quelle manière on implique justement les équipes ? Et je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le contrôle fric, l'exemple du contrôle fric, qui va devenir un réticent au changement si jamais ça ne va pas dans son sens. Du coup, comment on fait pour embarquer les équipes ? De quelle manière on s'y prend ? Et comment on fait pour gérer ceux qui sont les opposants en fait au change ? Je vais vous répondre, mais j'appelle ça moi la quadrature du cercle. Pourquoi ? Parce que historiquement, il y a deux grands courants en change. Alors, il y en a plein. Mais en étant un peu schématique, il y a deux grands courants qui continuent de s'incendier quotidiennement sur LinkedIn. Il y a les apôtres des méthodes très instrumentées. Donc, c'est dans la lignée de Kotter. Donc, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5. Alors, souvent, c'est très descendant, c'est très centralisé. Encore une fois, l'immense mérite, je le disais en introduction, ça permet au moins de mettre dans l'action des acteurs qui, peut-être sinon, n'auraient pas su comment s'y prendre.
C'est évidemment imparfait parce que ça va être très descendant, mais ça a au moins le mérite de clarifier un certain nombre d'éléments de communication, d'amener des éléments de formation. C'est imparfait largement. Et puis surtout, si les enjeux culturels ou organisationnels, les changements sont trop forts, ça ne va pas marcher. Mais je dirais c'est mieux que rien. Donc on avait cette vision-là, très instrumentalisée, très centralisée. Et puis on a l'autre vision, plutôt obédience à la fois sociaux, mais aussi psycho, qui va plutôt essayer d'interagir avec un acteur en individuel ou un groupe restreint, donc allez, on va dire maximum 10-15 acteurs, et qui là va aller chercher les ressorts profonds chez les individus, va aller chercher les leviers de motivation, va aller analyser le contexte précis, va faire, je dirais, l'état de l'art de ce qu'il faut faire si on lit les bons manuels de sociopsycho, va faire exactement ce qu'il faut faire. Sauf que ça, ces deux acteurs-là n'adressaient généralement et n'adressent toujours pas la même cible. Vous avez les premiers, lorsqu'on leur dit il faut transformer 10 000 personnes, on va faire de la méthode très instrumentale. Et les autres, il y a un COMEX par exemple, ils sont 12, il y a une équipe projet, ils sont 7. Là on va faire du psychosocial. Et je dirais les deux courants ne se parlent pas beaucoup, ne se respectent pas beaucoup à mon humble avis, mais ils partent de contingences très différentes. L'enjeu aujourd'hui, il est de réconcilier les deux. Il est d'essayer de se dire, ok, donc vous là, les coachs qui êtes très forts pour embarquer un comité exécutif, comment vous pourriez faire, évidemment avec des moyens raisonnables, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un coach dans chaque équipe. Oui. Si vous avez une entité de 10 000 personnes, on va dire 10 par personne, 1000 coachs, quelques jours, un budget c'est... Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, de manière intelligente et réaliste, pour embarquer, pour peut-être, évidemment, diminuer un peu l'impact de ce que vous pourriez faire en termes de co-construction, le réduire sans en perdre l'essence, mais que ce soit opérationnalisable à large échelle. Et de l'autre côté, ce serait de dire, vous qui êtes les méthodologues, faites des choses qui sont très instrumentalisées, très descendantes, parce qu'évidemment c'est plus simple, et puis si on est entre nous, on conçoit le truc dans un bureau, puis après ça paraît tout beau là sur le papier, puis après on déploie, ça ne devienne que pourra. Est-ce que vous pourriez peut-être pas mettre un peu de co-construction, mais pas de la co-construction factice. On ne va pas demander aux gens, tiens, t'en penses quoi, si en fait fondamentalement, de toute façon, ce qu'ils en pensent ou pas ne changera pas la décision. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas de la co-construction. C'est pas du tout, si vous regardez les fondamentaux, notamment de psychologie, c'est pas ce qui motive un être humain à donner son avis, on s'en fout. On peut le faire à la machine à café, on s'en fout, quoi. Au café, du coin, donc on a le droit d'y retourner, donc ça, on s'en fout. En revanche, ce dont on ne se fout pas, c'est pouvoir influer sur ce qui va nous arriver. Ça oui, ça c'est un fondamental de la psychologie humaine. On a envie, si on peut faire bouger un peu le schmilblick qui me concerne, là je suis motivé. Oui. Donc il faut arriver à faire ça. Donc il y a un pont à faire entre les deux, et je dirais c'est un pont qui a très très peu été établi jusque-là. Il existait paradoxalement peut-être il y a une quinzaine d'années où il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient encore énormément de moyens et qui permettaient un accompagnement sur plusieurs niveaux managériaux, y compris assez opérationnels, justement pour aller chercher ces marges de manœuvre et les mettre en musique sous forme de co-construction. Mais je dirais que ça a quasiment disparu pour moi de ce que j'observe en tout cas personnellement. Comment on fait du coup pour gérer ces personnes qui ralentissent le changement dans une entreprise, qui sont contre cette évolution, cette transformation ? Il y a, alors c'est évidemment une question centrale quand on est du changement. Il y a un réflexe que je me suis toujours appliqué parce que parfois on fait des raccourcis, c'est-à-dire on a tendance peut-être à juger ces personnes, dire ils vont ralentir, ah là là ils s'opposent. Je vous passe les noms d'oiseaux qu'on peut parfois citer en équipe réduite, en fin de soirée quand on a beaucoup bossé. Mais il y a un réflexe que je m'applique systématiquement, c'est à chaque fois que j'ai ce genre de raccourci où je vais peut-être passer par mon esprit un jugement un peu hâtif, je me dis toujours, attention, tu as certainement loupé quelque chose. Et louper quoi ? C'est en rapport avec la notion, je ne sais pas si vous êtes familière, mais de la rationalité limitée de Simon. La rationalité limitée, c'est quoi ? C'est une patronne d'entreprise n'aura pas le même champ de rationalité que quelqu'un qui est opérant sur le terrain. Pas pour des raisons intellectuelles, etc. Non, simplement pour des raisons de variables autour de soi. On n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas la même observation des mêmes phénomènes, et donc la rationalité qu'on va en tirer, elle est tout aussi valide pour une personne que pour l'autre. Je reprends l'exemple de l'imprimeur dans une boîte qui va dématérialiser. Vu de la direction d'entreprise, c'est très légitime de lancer cette dématérialisation. Vu de l'imprimeur qui va se faire virer, c'est très illégitime que d'abonder à cette dématérialisation. Donc là, évidemment, l'exemple, il est simple. Mais la réalité regorge d'exemples comme ça. Donc chaque fois que vous allez avoir des acteurs résistants, pour moi, le premier enjeu d'un praticien en conduite du changement, c'est de comprendre, de chercher à comprendre. Alors c'est un réflexe de sociologue, c'est de chercher à comprendre pourquoi, quels sont les éléments dans le contexte de ces personnes-là, qu'est-ce qui a pu faire qu'à un moment donné, il y ait un schéma qui se soit orienté vers une opposition ou une résistance.
Une fois évidemment que vous avez passé les phénomènes qu'on connaît tous, les phénomènes, je dirais, plus à chaud, qui sont plutôt décrits par la psychologie, de résistance, de déni, de réactions très émotionnelles, qui se matérialisent par ce qu'on pourrait observer comme de la résistance, mais qui sont plus liés à des phénomènes très psychologiques, de réaction émotionnelle et de temps d'adaptation du cerveau avant qu'il se mette en mode réflexif et se dit, bon, ok, analysons maintenant la situation. Bon, une fois qu'on a passé ça, là, pour moi, le travail plutôt du sociologue est essentiel et doit permettre de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ne jouent pas. Alors après, on peut trouver des réponses par rapport auxquelles on va pouvoir jouer, on va pouvoir trouver des réponses, puis d'autres, non. Peut-être qu'à un moment donné, on se dit, effectivement, ceux-là, on ne les aura pas. Et après, on verra les décisions à prendre. Mais cet enjeu de compréhension est absolument essentiel. Donc, il faudrait toujours un sociologue dans une équipe projet Alors, en tout cas, quelqu'un qui a en tête des fondamentaux d'approche type sociologique, oui, pour moi, cette recherche de compréhension des phénomènes, elle est fondamentale. Après, évidemment, là, on est soumis à plein de contraintes, de temps, de rapidité, de vitesse d'exécution, où on n'a pas toujours le temps d'aller comprendre, mais cet enjeu-là est essentiel, vraiment. Parce que si vous vous limitez à répéter 57 fois par de la communication dite persuasive, à l'imprimeur que si c'est vraiment super de dématérialiser, donc la conséquence c'est que c'est vraiment super qu'il se fasse virer, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en fait qu'à un moment donné ils se disent c'est vraiment super que je sois viré. C'est absurde. Alors cet exemple-là est caricatural mais il est réel. Donc, et la nature regorge de ça. C'est-à-dire vous changez n'importe quel système d'info, les personnes qui étaient expertes sur le système précédent sont naturellement opposées. Et vous allez beau leur dire, vous allez voir, c'est super avec le nouvel outil. Oui, mais si ces personnes-là étaient reconnues dans leur équipe comme étant les expertes du système précédent, si vous ne faites rien pour peut-être leur redonner cette forme de leadership technique sur le nouvel outil, ils ne peuvent que s'opposer. C'est la réaction de n'importe qui, de vous, de moi, de tout le monde. Parce que je vais perdre peut-être une dimension un peu existentielle de ma contribution au travail, comment vous voulez que je me réjouisse? Et si l'équipe conduit le changement se borne à dire « Ah, génial, vous allez voir, le nouvel outil, il est tellement super, tellement merveilleux, en plus il est beaucoup plus simple. » c'est absurde, vous vous heurtez à un mur. Donc cette compréhension-là, des éléments de contexte, de contingence des acteurs qui pourraient avoir des réponses d'opposition, est fondamentale. On entend souvent le mot transformation aussi, quand on parle de conduite du changement, de change management. Quelle différence vous faites, vous, entre le mot transformation et changement, si vous en faites une? Ouais, alors, c'est souvent pour moi des jeux un peu sémantiques, c'est souvent aussi du marquage marketing d'acteurs qui, ayant peut-être un peu éculé les termes de conduite du changement, c'est aussi des termes galvaudés, trouvent ça peut-être pertinent de parler de transformation comme s'ils réinventaient un truc. Il n'y a pas forcément pour moi de différence, si ce n'est que parfois ça s'applique à effectivement des programmes de transformation qui sont multi-projets et donc multi-changements. Donc je dirais, les quelques fois où je l'ai vu utiliser d'une manière qui me semblait pertinente, c'est la notion de transformation était plutôt associée à du multifactoriel, à plein de chantiers de changement. Les changements étant, eux, définis ça par, on va passer de A à B. La transformation, le B, il est peut-être tellement complexe et multifacette que plus difficilement, en tout cas difficile à travailler en tant que tel. On va plutôt redescendre à la maille de projet, de changement. Ok. Combien de temps ça prend pour faire changer une organisation? En d'autres mots, est-ce qu'il y a un timing idéal entre la conception du dispositif de change et l'arrivée à l'objectif? Grande question, vaste question. Là, j'ai la liberté de répondre sans enjeu mercantile, mais assez souvent, on est obligé de répondre par rapport à ce qu'un client souhaite. Il faut faire cette transformation, vous avez 1 an, vous avez 2 ans, on va le faire en 1 an, 2 ans. Alors après, est-ce qu'elle sera aboutie à 100%? Non, si le timing n'est pas réaliste, elle ne le sera pas. Mais je vais quand même essayer de répondre, même si c'est évidemment très variable. Je ne pense pas qu'on puisse faire changer une organisation, pour peu que les changements touchent effectivement un peu l'orga, en moins d'environ 2 ans. Alors c'est évidemment pas forcément le temps où un cabinet de conseil sera présent. Le cabinet de conseil peut impulser un certain nombre de dynamiques, peut ensuite transférer ces dynamiques aux managers, aux équipes managériales, les mettre en musique, les mettre en dynamique, puis ensuite charge aux équipes managériales de mener à terme la fin et puis faire qu'à un moment donné, les gens finissent par oublier qu'il y avait un état A et considèrent que le nouvel état B est l'état normal. Et ça prend, à mon humble avis, pour des changements, je dirais classiques, pas moins de 2 ans. Ce qui, encore une fois, est rarement le timing d'un projet. Mais ça dépend totalement, évidemment, du contexte. Alors, un peu facile de vous répondre ça, mais je vais juste vous prendre un exemple. Quel est l'état de perception des équipes de la nécessité du changement? Cette question, elle est fondamentale dans le timing. Si vous arrivez avec des équipes qui perçoivent la criticité absolue,
C'est le cas, par exemple, du mouvement des entreprises libérées, hein, de l'autonomisation des équipes qui a été relancé il y a quelques années en France, mais qui est un courant qui arrive tous les 20 ans, 30 ans, à peu près par le monde. Les quelques exemples qui sont cités en France, des boîtes comme Chronoflex, des boîtes comme Imatech sur Nantes, par exemple, sont des boîtes dans lesquelles il y avait une perception de criticité absolue. C'est-à-dire que si on ne tentait pas quelque chose, il y avait une très forte probabilité que l'entreprise ne disparaisse. Alors là, évidemment, vous arrivez aux gens avec un plan de transformation, un plan de changement extrêmement ambitieux qui peut paraître un peu perché, où vous allez effectivement déstabiliser, en l'occurrence, les gens qui avaient une fonction de manager, vous allez énormément les déstabiliser, leur faire perdre énormément de prérogatives. Donc on se dit, à la limite, bon, bah, foutu pour foutu, peste, choléra, allez hop, je me lance, quoi. Vous tentez, vous amenez la même approche dans une organisation qui fonctionne très bien. Vous vous doutez bien que ça va être beaucoup plus compliqué et que le timing va évidemment être impacté. Dans le premier cas, en quelques mois, vous pouvez espérer peut-être les premiers résultats, une mise en œuvre effective. Dans le deuxième cas, ça va être un processus très très long où si vous n'allez pas chercher les ressorts profonds des individus, vous n'y arriverez probablement pas. Donc le timing dépend quand même énormément du contexte. Mais je dirais en moyenne, changement d'organisation en 2 ans pour que les gens aient vraiment assimilé et intégrer ça, reconstruire une espèce de zone de confort dans le fait d'être dans les nouvelles conditions de travail. Oui, je pense que 2 ans est raisonnable. Et sur des changements culturels lourds, si je dois vraiment vendre un projet, je vais répondre 5 ans, mais en réalité, parfois, c'est une génération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un renouvellement d'équipe qui va faire que vous aurez une approche culturelle différente. Je généralise évidemment un petit peu, ça ne sont que des cas particuliers, mais c'est extrêmement complexe. Est-ce qu'on sait combien ça coûte, une stratégie de change management ? Est-ce qu'on a une... Alors, est-ce que c'est possible je peux vous répondre, alors c'est évidemment très compliqué, mais je peux vous répondre peut-être en pourcentage de ressources. Il y a aujourd'hui un certain nombre de chantiers, notamment de mise en place de solutions digitales sur lesquelles on a beaucoup de recul. On a du recul depuis maintenant une 30aine d'années avec l'arrivée des ERP, SAP et compagnie, maintenant des solutions digitales plus dynamiques en mode SaaS ou autre, mais je dirais on commence à avoir pas mal de recul là-dessus. Il y a des ratios, alors qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont évidemment encore une fois extrêmement dépendants des contextes, mais je dirais qu'en dessous si la conduite du changement représente moins de 10% de l'enveloppe en termes de ressources, je parle de ressources, d'accord, parce qu'elles peuvent être externes, dans ce cas-là c'est financier, il faut les payer, ces consultants. Et puis, ça peut être des ressources internes aussi, mais je dirais en pourcentage de ressources mobilisées sur l'ensemble du projet, toutes phases confondues, ça veut dire il y a des informaticiens, il y a de la maîtrise d'ouvrage, tout, il y a du change, très bien. Si vous êtes en dessous de 10%, globalement, ça sent pas bon. Ou alors vous avez intérêt à ce que ce soit vraiment simple. Déjà, en moyenne, un plan de formation sur un projet, c'est rare que ce soit moins de 5% de l'enveloppe globale. Donc ça veut dire que si vous êtes à 7-8%, vous faites quasiment rien. Vous faites 3 pauvres communications, vous allez faire un événement de lancement, histoire de dire que vous avez fait quelque chose, mais en vrai, vous ne faites pas de la conduite de changement, vous faites de la communication persuasive et puis vous faites de la formation. Alors vous allez me dire, c'est mieux que rien, mais c'est pas très ambitieux. Enfin, ça dépend encore une fois de votre changement. Si votre changement, il n'est pas d'une extrême complexité, il ne bouleverse pas grand-chose, bon, ça peut marcher. Hein. Mais je dirais en dessous de 10%, globalement, vous n'êtes pas bien. À partir de, je sais pas, 10-15% de l'enveloppe, vous pouvez commencer à analyser un peu le contexte, c'est-à-dire à regarder, à anticiper les impacts, à commencer à trouver des réponses un peu spécifiques face aux grands impacts majeurs qui sont susceptibles de faire planter le projet. Là, vous pouvez commencer. Et puis, si vous voulez vraiment si vous avez un projet qui est vraiment difficile, un changement très ambitieux, et que vous voulez mettre en place une démarche donc de co-construction en identifiant les marges de manœuvre, on est plutôt 15-20%. Cela étant évidemment dépendant totalement de la structure d'organisation, parce qu'on sait qu'en conduite du changement, vous avez besoin évidemment d'apporter des réponses génériques, mais vous avez aussi besoin de créer une dynamique dans chaque entité. Donc, je vais vous donner 2 exemples très opposés. Vous avez un changement à faire dans une usine, il n'y a qu'une usine, il y a peut-être 1000 personnes dans l'usine, mais il y a une usine. Vous avez quelque part une grande dynamique, un point central. Le même changement appliqué à une structure, je ne sais pas, en 100 agences de 10 personnes, vous avez aussi 1000 personnes, mais vous avez 100 entités autonomes. Ça veut dire 100 dynamiques humaines à créer, 100 contextes à analyser. Donc dans les 2 cas, vous avez peut-être 1000 personnes in fine, mais évidemment dans le deuxième cas, dans le premier cas à 15%, vous allez peut-être pouvoir vous en sortir, dans le deuxième cas à 15%, vous n'avez absolument aucune chance. Alors il y a encore une fois peut-être des technos qui peuvent vous aider, mais à 15%, vous n'en tirerez pas. Ok. Donc là, juste dans mon expérience, je suis monté à des ratios sur des réseaux notamment bancaires, donc là, des petites agences partout. Ça m'est arrivé de monter à quasiment 30% en fait, de la charge projet sur des déploiements de gros systèmes d'infos qui impactaient les agences. On était presque à 30% de charges qui étaient liées à la conduite du changement, charge projet. Et ça a été un succès du coup dans ce cas-là Oui. Oui, mais il y avait une logique de moyens qui était énorme. Oui. Ouais. On peut faire mieux aujourd'hui avec un certain nombre de technos comme ça, mais
Mais là, c'était strictement nécessaire. C'est le plus gros budget C'est le plus gros ratio que j'ai eu. Ouais. Et le plus bas, du coup? J'ai eu des demandes à 5%, 6%. Et ça a fonctionné avec de la communication et de la formation? Ça dépend des projets. Il y en a qui ont fonctionné parce qu'en fait, les enjeux étaient extrêmement light, donc on ne faisait pas vraiment de la conduite du changement. On faisait un plan de formation et puis on faisait 3 coms. Et si le projet n'est pas critique et si le ressenti, encore une fois, de besoin des équipes est bon, c'est pas la peine d'aller chercher des démarches extrêmement sophistiquées, d'implication. Non. Après, j'ai aussi vu des projets échouer, avec des sous-budgétisés et souvent un déni de l'ampleur de la transformation qu'il y avait derrière. Comment on acte que c'est un échec, J'ai croisé, je crois, 2 projets dans ma carrière où ça s'est vraiment arrêté. C'est-à-dire que le projet n'est pas arrivé au bout. À un moment donné, il y a eu constat d'échec, qui d'ailleurs n'était pas lié à des problématiques de conduite du changement, c'était plutôt lié à des problématiques fonctionnelles. Ils n'arrivaient pas à pondre une solution, quoi. Donc à un moment donné, on arrête, plie les gaules. Et j'ai vu des projets échouer, je pense en partie pour des raisons humaines, donc plutôt dans le champ de la conduite du changement. Après, vous avez évidemment en interne beaucoup d'enjeux politiques, des personnes, de dirigeants qui ont lancé ces démarches-là, qui ont endossé la responsabilité de lancer le projet. Et les quelques exemples de projets peu glorieux que j'ai pu observer, auxquels j'ai moi-même pu participer, se sont souvent soldés par des dénis de réalité. C'est-à-dire, on a mené à terme le projet a été lancé, et puis il n'a pas été du tout utilisé. En fait, ça s'est avéré une perte sèche pour l'entreprise, même si tout le monde a pu garder la face parce que le projet a été lancé. J'en ai vu au moins 2 comme ça, très très gros projets dans une institution d'assurance et une institution bancaire, où les projets ne sont pas arrivés au bout. Celui dans l'institution bancaire a marqué la fin de mon appartenance à un grand cabinet. Parce que travailler 1 an sur un projet comme ça, en ayant compris au bout d'un mois que ça ne pourrait pas finir bien. Alors après, c'est peut-être la prophétie auto-réalisatrice. Ai-je saboté inconsciemment? Honnêtement, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça avait marqué la fin de mes responsabilités dans un grand cabinet où j'étais responsable d'équipe change. Oui, j'ai changé, j'avais basculé en indépendant à ce moment-là parce que, voilà, imaginez 1 an, vous levez tous les matins en sachant pertinemment que vous allez dans le mur à la fin, c'est pas... Et qu'il y aura probablement un déni eu égard à la culture de l'institution. C'est pas... On a vu... C'est pas très épanouissant. C'est pas très épanouissant, et alors je suis pas de votre génération qui met le sens aussi fort au cœur d'eux, mais là ça dépassait quand même l'entendement. Donc même dans ma génération X de fourbes hypocrites, c'était trop. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ses valises et on s'en va? J'ai quand même terminé le projet et après j'ai changé de vie. Est-ce qu'on sait quand est-ce que cette discipline est apparue pour la première fois et comment elle a évolué dans le temps? Alors, oui, il y a beaucoup de papiers, de travaux là-dessus auxquels j'ai d'ailleurs participé. Je dirais formellement, elle est arrivée avec John Kotter. Donc aux États-Unis, à Harvard, il y a eu plein de bouquins qui aujourd'hui ont un petit goût d'obsolète parce que évidemment c'était les premières méthodes, elles étaient. Donc je continue de voir parfois des gens qui adorent ça ou à l'inverse d'autres qui disent oh là là c'est l'horreur, mais en fait ça a juste 40 ans. Donc il faut replacer dans le contexte. Alors moi je suis pas très woke culture, ni cancel culture, donc je me dis ok, jugeons juste dans le contexte, ramenons dans le contexte. Et le contexte de l'époque, c'était qu'il y avait une sous-prise en considération catastrophique de ces enjeux-là. Donc ces méthodes avaient apporté à minima ça, c'est-à-dire on prend en compte le sujet. Bon. Alors évidemment aujourd'hui quand on les regarde, on se dit oulala ça. D'ailleurs même John Kotter a reconnu que il y a assez récemment, en quelques années, je dis peut-être une bêtise, mais 3 ans maximum, il a reconnu que sa séquence des 8 étapes, qui est très connue, si vous pouvez regarder sur Google, tout le monde trouvera, mais les 8 étapes de Kotter, il a peut-être reconnu qu'effectivement, c'était peut-être pas aussi systématique que ça, parfois c'était un peu plus complexe, alléluia, mais bon. Donc c'est apparu formellement dans les années, début des années 80. C'était l'arrivée des grands ERP en fait, qui perturbaient énormément les organisations, qui devenaient l'arrivée de l'informatisation en fait dans les grandes entreprises, qui a été un enjeu de transformation majeur. Et il y a eu beaucoup d'échecs, donc à un moment donné il y a eu une modélisation qui a tout de suite été utilisée par les grands cabinets, enfin à l'époque les grands cabinets d'audit, les Ernst, Arthur Andersen et compagnie. Avant, il y avait des choses, mais il y avait évidemment plein de choses. Il y avait des obédiences sociaux, des obédiences psycho, des petits cabinets qui faisaient des choses merveilleuses avec des ateliers participatifs, des choses très techniques, mais c'était pas normé sous l'angle, ça s'appelait pas conduite du changement à l'époque. Bon. Mais il y avait néanmoins des choses qui préexistaient. Ensuite, ça a beaucoup évolué. Il y a eu donc ces méthodes très descendantes. Voilà. On y va, 1, 2, 3, au pas de charge. Et en fait, c'était des méthodes qui étaient alignées sur la gestion de projet. La gestion de projet étant elle-même hyper normative et très très structurée, par définition, on amenait pareil sur le facteur humain. Bon, sauf que le facteur humain,
il ne se décrète pas, il ne se programme pas comme un ordinateur, donc c'était évidemment beaucoup plus complexe et ça dysfonctionnait. Donc assez rapidement, on a vu que ça dysfonctionnait. Il y a eu un contre-courant. Le contre-courant plutôt d'obédience psycho, coaching, qui a dit « Ouh là là, mais pas du tout, ça se passe dans le cerveau des gens, il faut modifier les représentations qu'ils ont, les travailler, ça peut se modifier en atelier participatif, en restreint, en face à face, mais il faut laisser les gens trouver les ressources. Ok, très bien, dont acte. Super hein, pour 1, 2, 3, 10, 15 personnes, mais comment vous faites avec 10 000 ? Mystère. Il y a eu évidemment d'autres courants, la sociologie qui est revenue, qui a dit « Ouh là là, mais vous omettez d'analyser le contexte, vous omettez d'analyser les contingences opérationnelles qui font que les gens pourraient avoir des raisons légitimes de s'opposer, pour la fameuse raison de rationalité limitée. » Donc il y a eu des contre-courants comme ça, avec en général énormément d'opposition. Depuis maintenant, pareil, 10-15 ans, on a je dirais la génération actuelle qui a amené, beaucoup sous l'impulsion des startups, qui a amené des solutions techniques. Première génération pour moi catastrophique. Avec pour moi l'ERP, il y a eu plein de startups qui ont lancé des ERP du change management en disant on va mettre des connecteurs partout là dans tous les systèmes d'info et avec ça on va essayer de mettre en place des indicateurs pour essayer d'évaluer l'attitude des gens. Alors pourquoi pas? Ce que j'ai vu, c'est souvent des énormes usines à gaz. Il y a encore des marques que je ne vais pas citer mais qui lancent actuellement, une ou deux startups françaises très visibles qui lancent pour moi des usines à gaz d'ERP du change. Il y a aussi un certain nombre de startups qui lancent des trucs vraiment canons en ce moment, mais je dirais globalement risque de complexité extrême parce qu'il faut aller connecter partout, super. Et puis surtout, tout ça fonctionne à partir du moment où vous avez ces indicateurs-là. Ce qui veut dire que ça fonctionne à partir du moment, par exemple, si vous déployez un système d'info, à partir du moment où vous l'avez déployé. Mais qu'est-ce qui se passe dans les 6 mois, les 12 mois d'avant? Qu'est-ce qui se passe justement sur toute l'ingénierie, recherche de marge de manœuvre, travail sur le sens, communication? Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout avec ces outils-là, vous faites rien du tout. Alors, il y en a qui ont pensé en disant voilà, on va faire des plateformes de communication gamifiées. Je saurais vous dire tout le mépris que j'ai pour un certain nombre d'approches. Alors, pas toutes, je généralise pas, mais j'ai vu vraiment des propositions qui étaient. Certaines étaient intéressantes, hein, mais très très précises, très spécialisées, applicables à certains sujets. Mais le fait de dire on va mettre une plateforme de communication gamifiée, c'est. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que c'est? Une plateforme de communication. Ah ouais, vous allez mettre des jeux, vous allez mettre des challenges. Tous les jours, vous allez envoyer un petit quiz aux gens en disant tiens, t'en penses quoi? On peut gagner des trucs, on met des points, on peut parfois parier sur des axes de transformation. Alors, il peut y avoir un certain nombre de projets où ça a du sens. Parce qu'à un moment, vous pouvez avoir besoin de créer une démarche, de créer une motivation dynamique. Mais comme réponse absolue à la plupart des changements que j'observe, non. La réalité, c'est que la nature humaine, elle a besoin, encore une fois, pour être motivé, d'avoir la main sur une partie de son futur. Ça veut dire que si tout ce que vous faites est connexe externe, c'est pour amuser la galerie, pour faire participer et essayer de faire un peu le buzz, comme on voit sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'implication. Pas plus qu'il y en a sur énormément de réseaux sociaux où on va donner son avis, on va critiquer. Il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens et puis il n'y a pas d'implication. C'est-à-dire on va donner son avis, on va éventuellement s'amuser, trouver ça rigolo, mais derrière, est-ce que ça va vraiment créer les conditions pour une dynamique participative de co-construction? J'en doute fortement, pas généralisé, il y a des cas où ça peut marcher évidemment, mais pour moi, il y a beaucoup plus d'outils qui sur le papier sont extrêmement séduisants, s'avèrent être soit des usines à gaz, soit des réponses, encore une fois, absolument non contingentes, à partir du moment où on gamifie, on communique. Alors, ça c'était surtout il y a 4-5 ans, il y avait pléthore de plateformes qui se créaient partout, j'en ai testé quelques-unes, on ne peut pas dire que j'ai été... Non, très rigolo hein, sur le papier, moi j'ai trouvé ça toujours très séduisant, on dit ça c'est rigolo, on va essayer, puis en ramenant vraiment aux phénomènes fondamentaux, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une organisation, vous arrivez à impliquer un nombre conséquent de gens, c'est pas juste en les amusant. Oui, vous pouvez les capter, vous pouvez une fois, mais à un moment donné, il va falloir aller au-delà de ça, et si le changement est important, on revient à des fondamentaux de psychologie humaine, d'implication, de co-construction. Merci Jean-Michel. On arrive à la fin de cet épisode déjà. C'est passé hyper vite. On a bien posé les bases. Je pense qu'on a répondu à des questions assez importantes de qu'est-ce que le change management, d'où ça vient, comment il évolue et comment on fait en entreprise pour le conduire. Merci 1000 fois pour votre temps. Est-ce que vous pouvez me donner votre mot de la fin de cet épisode du coup? Je vais peut-être dans ce cas-là pas avoir changer de casquette, pas avoir celle du méthodologue ou celle de la personne qui a 51 ans, a une trentaine d'années de recul sur le métier, mais plutôt celle de la personne qui, comme il y a pas loin de 30 ans, est toujours aussi passionnée par le sujet, comme je l'étais quand je l'ai découvert il y a un peu moins de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conduite du changement, et je pense que c'est bien de le voir comme ça, c'est un renouvellement
quasi éternelle en fait. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe de personnes va s'engager, va pas s'engager? C'est leur contexte de vie, leur culture, leur organisation, tout un tas de contingences, de contextes précis, qui fait que chaque projet sur lequel j'ai la chance de travailler, ça se renouvelle en fait. La problématique se renouvelle. Oui, les méthodes évoluent, les méthodes se renouvellent un peu, mais sur des cycles quand même assez longs. Même si là, encore une fois, je pense que la techno est à même de faire bouger les lignes dans les années qui viennent. Mais quand même pas si rapidement que ça. Mais en revanche, chaque contexte est évidemment différent. Donc le mot de la fin pour moi, c'est le côté passion en fait, de ce métier-là. Et s'il y a des consultants ou des jeunes praticiens qui s'engagent sur ce métier-là ou qui réfléchissent, pensent à s'y engager, je leur dis d'y aller avec enthousiasme pour peu que la nature humaine, sa complexité, son intérêt soit quelque chose qui soit important pour eux. Parce que c'est un métier que je juge toujours aussi passionnant 30 ans après. Je trouve ça très beau de finir là-dessus. C'est un très beau... Engagez-vous, c'est mon côté propre, je termine dessus. Engagez-vous. Merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt sur A to Change. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Ce premier épisode touche à sa fin. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons qu'il vous a plu et vous a permis d'appréhender ce qu'est le change management. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en le partageant autour de vous et en lui donnant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, tout feedback est bon à prendre parce que ce podcast est d'abord fait pour vous, alors n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager des sujets problématiques ou idées d'invités. À très vite!